Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Ministre de l'Éducation nationale, merci d'être notre invité. On va parler dans quelques instants de cette très importante réforme des collèges que vous présentez aujourd'hui, que vous avez présentée ce matin au Conseil des ministres. D'abord une réaction, une nouvelle fois, Christiane Taubira, la ministre de la Justice, était violemment attaquée. Le président de la République François Hollande a réagi. Un élu de droite dit qu'elle retourne à Cayenne puisqu'elle a toujours détesté la France et là-bas il y a le bagne. Qu'est-ce que vous dites à ces attaques ? Je rappelle d'abord à l'élu en question que Cayenne, c'est la France. Première chose. Et de manière générale, je trouve que Christiane Taubira est victime tout de même d'un lynchage de la part d'un certain nombre d'élus de droite qui devient très problématique. Il faut faire attention, mesurer la portée de nos paroles. À partir du moment où se banalisent dans les discours politiques ou dans ce qu'écrivent des responsables politiques les propos de haine, il ne faut pas s'étonner ensuite de voir ce qui circule sur les réseaux sociaux avec nos concitoyens qui, en effet, eux-mêmes se laissent aller, oui. tiennent des propos extraordinairement insultants. Là, ce ne sont pas des propos qui viennent du Front National, ce sont des élus de droite républicaine. Oui, c'est bien ce que je dis. Donc, malheureusement, force est de constater qu'à droite, les digues ont sauté et que des propos totalement indignes du débat public, du paysage politique, sont aujourd'hui tenus par des hommes et des femmes de droite qui aspirent à exercer des responsabilités politiques. Oui. J'ai été heureuse ce matin d'entendre le président de la République condamner, dire notre soutien à Christiane Taubira et à mon tour, je veux lui dire évidemment ma plus grande solidarité. Mais je crois que nous devons nous ressaisir collectivement et j'en appelle aussi aux responsables politiques de droite qui doivent condamner ces propos, puisqu'il s'agit de leur famille politique en l'occurrence, qui doivent les condamner sans le moindre embâche. Ils ne condamnent pas assez ce genre de propos, vous le diriez ? Je pense qu'il faut faire entendre une voix forte. De la même façon qu'en ce moment, dans le cadre de la campagne départementale, le Premier ministre fait entendre une voix forte contre l'extrême droite. Qui dit qu'il a peur pour son pays, que Absolument. Le pays se fracasse face à l'extrême droite. Rappelant qu'il n'y a rien d'anodin à voir l'extrême droite en effet progresser ainsi dans les urnes et dans les esprits dans notre pays, que ça n'est jamais arrivé à ce point-là par le passé, depuis quelques décennies, et qu'il ne faut pas renouer avec les vieux démons, que nous devons nous souvenir de ce qui fait sens, nos valeurs républicaines, et rejeter ce repli, cette haine de l'autre qui est prônée par le Front National. De la même façon donc que le Premier ministre a raison de combattre fortement l'extrême droite, je crois que tous les responsables politiques aujourd'hui en France doivent s'élever contre les paroles de haine ou insultantes telles que celles que vit aujourd'hui Christiane Taubira, oui. Et les refuser, les rejeter de toute leur force. Oui. Voilà, parce que sinon c'est la banalisation de ce type de propos. Et encore une fois, cette banalisation, on y assiste déjà sur les réseaux sociaux. Faut-il qu'à force de la normaliser au plan politique, elle devienne la norme demain et que chacun se prête à ce jeu ? Je crois que le moment est grave. Oui, on avait parlé beaucoup de l'esprit du 11 janvier, des manifestations après les attentats. On attend beaucoup de l'école, creuser des valeurs républicaines, où l'école a été mise en cause aussi dans un certain nombre de circonstances. Aujourd'hui, vous présentez une grande réforme des collèges en France, Najat Vallaud-Belkacem. Ça doit répondre finalement à ça. C'est que, finalement, l'école doit redevenir l'école des valeurs républicaines. L'école, elle doit remplir ses missions. Et quelle mission est-ce qu'elle a ? Elle a la mission de faire réussir les élèves en leur faisant acquérir des connaissances et des compétences qui leur seront fondamentales pour se projeter dans l'avenir, tout simplement. Et puis, elle a pour mission de transmettre des valeurs républicaines. On a beaucoup parlé de cette dimension-là au lendemain des attentats. La meilleure façon de transmettre des valeurs républicaines aux élèves, c'est aussi de les faire réussir. C'est de leur faire toucher du doigt que cette belle devise liberté, égalité, fraternité, mobilité sociale, c'est fait pour eux. Donc, nous devons veiller à ne plus laisser sortir du collège autant de décrocheurs, à ne plus laisser sortir du collège autant d'élèves qui ne sont pas armés pour faire face à la vie. Et à ne pas permettre la ghettoisation aussi des établissements scolaires, des collèges. Et en effet, à lutter contre cette ségrégation sociale qui fait qu'aujourd'hui, sur 5000 collèges publics, pour vous dire les choses clairement, sur 5000 collèges publics, alors qu'on sait qu'il y a à peu près 20% de collégiens qui appartiennent à une catégorie sociale défavorisée, eh bien, 300 collèges vont concentrer plus de la moitié de ces 20% de collégiens défavorisés, ce qui signifie que vous avez une ségrégation, une ghettoisation qui, en effet, rend les principes même de liberté, d'égalité, de fraternité très éthérés aux yeux de beaucoup de collégiens. Et donc, nous devons assurer les mêmes chances de réussite à tous les collégiens. C'est l'objet de la réforme du collège que je présente aujourd'hui, qui a vocation
à nous donner les moyens, enfin, de faire mieux apprendre aux élèves. C'est-à-dire pas de se contenter de déverser des savoirs dans des matières comme c'est organisé aujourd'hui, le collège, en laissant les inégalités se creuser. On s'ennuie au collège, aujourd'hui tout le monde s'ennuie, les parents, les élèves. Absolument, les élèves sont trop passifs au collège. Quand on compare la façon dont fonctionne notre collège français avec d'autres pays, on se rend compte qu'on n'y développe vraiment pas suffisamment l'aisance à l'oral, la capacité à travailler en groupe des élèves, la coopération. Et donc, il faut, c'est ça l'objet de la réforme, introduire d'autres pratiques pédagogiques qui conduiront les élèves à manier tout ça. C'est pour ça qu'on prévoit que désormais, dans l'emploi du temps de l'élève, dans son agenda, chaque semaine, il aura des heures consacrées à faire du travail en groupe, en travaillant sur plusieurs disciplines, plusieurs matières en même temps pour donner du sens au savoir, parce qu'un élève qui n'accroche vraiment pas avec les formules mathématiques, il n'accroche pas parce que c'est abstrait. Si vous le faites travailler sur un projet concret, construire une maquette d'éolienne par exemple, en lui disant mais utilise tes formules abstraites de mathématiques, tu vas voir, tu vas y arriver, que vous mélangez ça avec la nécessité pour lui de faire un exposé oral pour expliquer ce qu'il vient de faire, vous lui faites travailler et son français et ses maths, mais d'une façon intéressante pour lui, qui crée de la curiosité et de l'envie, et donc vous le faites devenir meilleur dans ses apprentissages fondamentaux. L'un de vos prédécesseurs, Luc Ferry, qui était ministre de l'Éducation nationale, dit, je le cite, l'aide personnalisée, c'est du pipeau. Il dit, il y a 160 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans qualification et 100 000 absentéistes chroniques. Il dit, il faut faire davantage. Il faut faire davantage, je suis bien d'accord avec lui, c'est l'objet de cette réforme. Monsieur Ferry, à ma connaissance, a été ministre de l'Éducation. Comme beaucoup de mes prédécesseurs, chacun a essayé d'apporter un petit peu sa pierre à ce chantier phénoménal du collège. C'est la première fois, en revanche, avec la réforme que je propose, que nous utilisons tous les leviers pour transformer le collège. Et c'est assez ambitieux. Nous réformons tous les programmes. Donc, nous disons plus clairement dans les programmes qui vont entrer en vigueur à la rentrée 2016 quelle est la hiérarchie des connaissances à acquérir. Est-ce qu'il faut absolument qu'un élève sache faire, écrire, lire, compter à la fin de sa scolarité obligatoire? Donc, nous agissons sur les programmes. Deuxième chose, nous agissons sur les pratiques pédagogiques. Il ne suffit pas d'un cours magistral descendant pour que les élèves absorbent le savoir qu'on leur donne. Si on veut vraiment qu'ils s'approprient les connaissances, il faut les faire travailler, comme je viens de le dire, pratiquement, mettre en application leurs connaissances. Troisièmement, nous travaillons sur un autre levier qui est celui de l'accompagnement personnalisé. Tous les élèves au collège ne se ressemblent pas. Arrêtons de les traiter comme s'ils avaient tous les mêmes besoins. Ça n'est pas la fin du collège unique pour autant. Ça n'est pas la fin du collège unique, mais c'est la fin du collège uniforme qui ne s'intéresse pas à la singularité des élèves. Nous estimons qu'il y a des élèves qui auront du retard en telle matière, qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé pour le rattraper, des élèves qui ne connaissent pas les méthodes de travail, qui ont besoin qu'on leur explique comment prendre des notes, réviser ses leçons, etc. Et donc, en classe de 6e en particulier, 3 heures par semaine seront consacrées à cet accompagnement personnalisé. Et c'est sanctuarisé, oui. Ce sera comme ça pour tous les élèves, toutes les classes. Ensuite, nous déployons la forme des petits groupes. C'est-à-dire qu'une salle de classe, 25, 27 élèves, on sait à quel point c'est compliqué pour un enseignant parfois de s'arrêter sur un sujet, d'aider un groupe, etc. On va créer des postes, 4000 postes, c'est suffisant, qui seront mis à disposition des collèges. Il y a des dizaines de milliers de collèges. 4000 postes sur 5000 collèges publics, oui. Puisque en l'occurrence le privé s'occupe de ces embauches, mais s'agissant des collèges publics, 4000 postes, ça veut dire plusieurs heures d'enseignement de plus pour chaque collège de France. Ce qui va permettre notamment de dédoubler des classes à des moments phares où il faut vraiment faire comprendre, acquérir telle ou telle connaissance. Et donc, encore une fois, de faire mieux apprendre les élèves pour les faire mieux réussir. Ça, c'est pour la partie comment on introduit d'autres façons d'enseigner. Il y a une deuxième partie dans cette réforme qui est comment on adapte le collège à l'évolution de la société. Aujourd'hui, les élèves ont besoin d'autres compétences pour pouvoir s'insérer. Ils ont besoin, par exemple, des langues vivantes. On est mauvais en langue vivante. Ça veut dire une deuxième langue vivante dès la 5e. Oui, quand vous regardez nos résultats, il y a de quoi être préoccupé. Dans la dernière enquête TOEFL sur la pratique des langues par les jeunes Français, on arrive, la France, en 69e position sur 100 pays. Honnêtement, ce n'est pas normal. On pourrait faire beaucoup mieux. Donc,
La langue vivante 1 sera, à partir de la rentrée 2016, enseignée dès le CP et la langue vivante 2 le sera dès la 5e. Oui. Et c'est important. Vous diriez, Najat Vallaud-Belkacem, pour conclure, l'enjeu c'était la jeunesse pour finalement le quinquennat de François Hollande. C'est ça finalement l'enjeu aujourd'hui de cette réforme? L'enjeu de cette réforme, c'est de faire réussir au mieux chaque collégien. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est chaque individu. Je considère que les 3,5 millions de collégiens, ce n'est pas une masse indistincte, uniforme. Ce n'est pas vrai. Dans ces 3,5 millions de collégiens, vous avez tout autant d'individus différents, singuliers, pour lesquels j'ai la même ambition, la même exigence. C'est pour ça qu'il faut un collège unique avec le même niveau de connaissance pour tous les élèves, parce que je crois que tous sont dignes de passer par le collège et de préparer la suite. Mais au sein du collège, il faut qu'on adapte mieux notre enseignement à chacun d'entre eux pour le faire vraiment réussir. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, d'avoir été aujourd'hui notre invitée exceptionnelle sur TV5 Monde.